Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette diffusion d'un thème qui va être discuté peut-être pour environ une vingtaine de minutes maximum pour ne pas traîner en longueur. Et j'espère qu'on va se revoir plusieurs fois pour pouvoir détailler des thèmes qui sont essentiels mais qui ne le paraissent pas de prime abord parce que tout simplement le langage coutumier et aussi la simplicité qui est la caractéristique de notre époque, à savoir la caractéristique par l'Internet, par les nouveaux réseaux sociaux, etc., ont poussé la pensée humaine à plus de simplicité, à plus de facilité. Et en fait, l'information qu'on reçoit la plupart du temps n'est pas toujours celle qu'on devrait avoir et analyser. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation subjectivité et temps. Et en fait, le titre sera Épistème dichotomique et présence des représentations du monde dans le savoir et l'action. La représentation du monde dans la connaissance humaine, en fait, a toujours posé un vrai problème, un dilemme, en fait. Le monde, c'est d'abord et toujours ce qu'on connaît et ce qu'on conçoit. C'est-à-dire le monde, c'est ce qu'on connaît. On ne peut pas parler d'un monde qu'on ne connaît pas. Donc le monde, c'est ce qu'on connaît et qu'on peut concevoir. Donc le monde, c'est un ensemble d'idées, de représentations représentatives conçues tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ce qu'on sait aujourd'hui, on ne l'a pas forgé aujourd'hui ou hier, mais par contre, il y a des idées qu'on a depuis maintenant une dizaine, une vingtaine, une trentaine de siècles sans aucun problème et qu'on utilise tout le temps parce on est arrivé à un certain point de maturité dans la pensée humaine pour pouvoir donc les accepter comme postulat pendant un certain temps. Mais ces idées sont variables et changent avec le temps selon l'environnement et les cultures. Donc le monde, c'est tout ce qui existe dans nos connaissances, dans la représentation, dans notre relation donc à autrui, à nous-mêmes et à notre environnement. L'environnement est devenu maintenant une obligation, une nécessité pour nous parce que on l'a vraiment malmené pendant des siècles sans s'en rendre compte, ou bien on a fait semblant tout simplement. Ces idées, schémas qui fixent le monde dont la connaissance humaine obéissent aux critères subjectifs de l'utilité et de la culture dans un temps donné. C'est-à-dire que les idées qu'on a, en fait, elles obéissent toujours à une certaine utilité, elles sont subjectives. Donc, la plupart du temps, c'est parce qu'on a besoin de telle ou telle chose qu'elle est ancrée dans notre culture générale et qu'on l'accepte allons en moyen terme. Le monde en soi, c'est-à-dire le monde tel quel, sans expression, dans son essence pure, c'est-à-dire dans sa matérialité ou son idéalité pure, non représentée, serait une unité transcendante au langage. Donc la transcendance au langage du monde, c'est un monde qui n'est pas conceptualisé, c'est un monde qui ne peut pas exister en fait parce que le monde est d'abord saisi dans le langage. Et une unité insaisissable, il n'est inconcevable qu'un monde qui n'est pas conceptualisé. Une existence objective extérieure à la récalcitrante pensée humaine, à toute saisie pour un savoir indomptable, en dehors de tout savoir qui existe bel et bien. Donc, le monde doit être domestiqué par la pensée humaine et par le langage, et le moment de sa saisie de ce monde par un savoir des hommes, un jour ou l'autre, une question va se poser sur la véracité de ce monde parce qu'en fait, il y a un changement, les besoins des gens changent et le temps aussi oblige l'homme à poser des questions sur pas mal de choses. On a posé sur l'homme, sur la femme, sur Dieu, sur la morale, sur l'éthique, sur les relations humaines, sur la politique, sur l'économie. Donc il y a des concepts qui sont des postulats pendant pas mal de siècles et qu'un jour ou l'autre on arrive à poser la question sur ce genre, ces idées qu'on a acquises le long de notre histoire. Donc il sera à son tour conçu ce monde-là, ce monde nouveau,
et communiquer et utiliser donc d'une façon nouvelle. La domestication du monde à travers le savoir est sans doute la caractéristique centrale, donc je dis bien centrale chez tout être vivant et a fortiori chez l'homme. L'homme doit donc domestiquer le monde par un savoir et par un langage. Ce que nous appelons le monde est en fait, ça va de soi, une partialité du monde. C'est-à-dire que le monde, ce qu'on appelle le monde, en fait, c'est ce qu'on a pu concevoir, c'est ce qu'on a pu représenter de ce monde à travers notre langage. La représentation que nous avons du monde est en fait l'idée que ce monde existe par rapport à nous et donc par rapport à nos besoins. La représentation que nous avons d'une partie du monde saisie à un moment donné de notre histoire par le savoir des hommes est une partialité de ce monde global qui est là, mais qu'on ne peut pas encore saisir. Je reviendrai sur ce point plus tard parce que c'est un point qui est assez important et qui sera détaillé ultérieurement. Cette représentation parcellaire donc du monde dont le savoir est changeante et diverse. De ce fait, le monde en tant que représentation est instable. Le monde, en fait, il est instable parce qu'aujourd'hui, on a une façon de concevoir le monde. Dans 20 ou 30 ou 40 ans, notre monde sera complètement faux et sera donc autrement vu et autrement senti et autrement exprimé à travers le langage. Il change donc ce monde d'époque en époque, de culture en culture, même pendant la même période, et de civilisation en civilisation, car les diverses représentations du monde que nous avons dans la culture humaine varient d'époque en époque, de culture en culture, comme je viens de le dire à l'instant, et que le temps selon les besoins que nous avons de ce monde ou bien de ces mondes. Donc, ça dépend du besoin qu'on a du monde, donc on l'exprime différemment. Donc, il n'y a pas un seul monde, mais plusieurs mondes à travers le temps et à travers l'espace, et même donc à travers l'espace. Dans la même époque, il y a plusieurs mondes selon le besoin des hommes. Donc, ces mondes se dominent et s'annulent les uns les autres, donc dans notre culture, dans notre savoir, au gré des possibilités intellectuelles, donc de la conception des hommes et des connaissances de l'époque. Par conséquent, le savoir qui flotte, donc c'est un savoir flottant des rapports de force et de ces modestes, donc de ces mondes, pardon, est un savoir limité et ad hoc. Donc c'est un savoir qui est utilitaire. C'est un savoir qui répond à des questions précises pendant une époque donnée. Ce monde, ou bien ces mondes, ça dépend, comme je viens de le dire à l'instant, sont régis par un ou plusieurs donc, facteurs énumérés en haut, comme le besoin, la culture, le temps, les états de conscience, la religion, la langue, etc. Mais on peut les résumer en deux facteurs majeurs, la subjectivité, c'est-à-dire le moi, et le temps. Donc, c'est pour ça, j'avais dit il y a quelques instants, donc c'est le titre de cette discussion, c'est subjectivité et temps. Donc c'est à partir de la relation de la subjectivité de nous-mêmes et du temps qui façonne ces savoirs et qui change ces savoirs que nous arrivons à avoir un savoir à un certain temps donné, à une certaine époque donnée. La subjectivité est le point de vue et le temps sont les deux éléments qui fondent et inaugurent le monde dans la connaissance de l'homme. Donc c'est tout simplement la subjectivité et les temps, et le temps qui sont les éléments majeurs de la formation du savoir et de la connaissance chez les hommes. La représentation des mondes, le savoir, se lie à travers le temps et la subjectivité. Donc c'est un point qu'il faut retenir. Le rapport de l'homme au monde est un rapport changeant, est instable dans ce cas, puisqu'il va dépendre de ses besoins, de sa façon de voir et de concevoir. À travers l'histoire des idées, la structure de cette connaissance du monde se révèle dichotomique. Le conflit, ou si l'on veut, la dichotomie, c'est l'opposition. Donc le conflit, ou si l'on veut, l'opposition entre le matérialisme et l'idéalisme. Donc c'est à travers l'histoire des idées, la structure de la connaissance. Donc il y a une connaissance et sa structure de cette connaissance qui représente le monde se révèle toujours dichotomique, en opposition. Parce que si on doit s'arrêter à une certaine période, à une connaissance donnée, on n'arrivera jamais au stade suivant. C'est par l'opposition de ces connaissances qu'on arrive donc à l'étape suivante. Et ça, c'est un phénomène
et que déjà Hegel a discuté pendant longtemps sur sa dialectique, thèse, antithèse et synthèse, etc. Et Karl Marx avec Engels après de lui. Donc, peu importe le nombre donc d'écoles qui ont découlé, mais le conflit ou l'opposition entre par exemple matérialisme et idéalisme et les diverses écoles qui ont découlé de cette conception du monde entre le spirituel d'un côté et le matériel de l'autre côté montrent le caractère dichotomique et oppositionnel de cette connaissance. Le caractère dichotomique de l'épistémie, c'est-à-dire de la connaissance, dans ce cas, est mu par le conflit entre une conception qui privilège l'idéal, c'est-à-dire le monde spirituel, et une conception qui est purement matérialiste et qui prévaut actuellement à notre époque, donc au XXIe siècle. Donc ceci est un élément essentiel, voire fondamental, non seulement dans la connaissance, mais aussi dans la vie elle-même. Si cette opposition n'est pas le moyen le plus fiable pour appréhender le monde, elle est néanmoins le reflet fidèle de ce caractère inhérent à l'apparition ou sinon à la présence de toute chose dans la connaissance. Depuis l'Antiquité à nos jours, maintes oppositions et contradictions ont été particulièrement soulignées et étudiées, sans pour autant que les auteurs en saisissent les sens primordiaux, fondateurs de la vie dans la pensée. Cette dichotomie est presque partout. Elle est nécessaire et essentielle, non seulement pour comprendre, mais aussi pour percevoir l'existence de tout ce qui est perçu. Toute action de cognition a besoin d'une duplicité oppositive de sens pour se rendre compréhensible. La raison, aussi bien que l'imaginaire, ne peuvent point saisir un sens qui n'a qu'une seule face. Le sens ne se conçoit que dans l'opposition et le conflit. Un sens ne se saisit pas dans l'unicité, mais dans le sens se saisit d'abord dans l'opposition et le conflit. Tout phénomène, quel qu'il soit, se construit dans l'opposition, comme par exemple le cas de le jour et la nuit. C'est une opposition, le masculin et le féminin, le haut et le bas, le sec et le mouillé, le fertile et le désertique, le propre et le sale, le grand et le petit. Et on peut aller la paix et la guerre, la vie et la mort, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, c'est le recto et le verso d'un papier, le noir et le blanc, etc., etc. Donc, toute chose se définit par son opposition. Mais ces oppositions sont culturelles et sont subjectives. Ça, c'est très important à saisir parce que souvent on dit grand, petit. Pourquoi on ne dit pas, par exemple, grand, maigre, gros, grand, par exemple, au petit? C'est en fait une certaine façon de voir et une certaine façon de concevoir les choses à partir d'un vécu bien déterminé. Donc, j'espère que jusqu'à maintenant, tout est assez clair et que cette première partie ne prête pas à équivoque. Je vais essayer d'en arrêter là parce que on est dépassé 13 minutes. Je vais essayer de revenir sur cette dichotomie et donc l'appliquer, ce système de pensée aux sciences humaines en général et aux sciences exactes. Et ensuite, on passera donc à la deuxième partie de cette rencontre. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.